La Pâquerette. Écoutez bien cette petite histoire. À la campagne, près de la grande route, était située une gentille maisonnette que vous avez sans doute remarquée vous-même. Sur le devant se trouve un petit jardin, avec des fleurs et une palissade verte. Non loin de là, sur le bord du fossé, au milieu de l'herbe épaisse, fleurissait une petite pâquerette. Grâce au soleil qui la chauffait de ses rayons aussi bien que les grandes et riches fleurs du jardin, elle s'épanouissait d'heure en heure. Un beau matin, entièrement ouverte, avec ses petites feuilles blanches et brillantes, elle ressemblait à un soleil en miniature entouré de ses rayons. Qu'on l'aperçût dans l'herbe et qu'on la regardât comme une pauvre fleur insignifiante, elle s'en inquiétait peu. Elle était contente, aspirait avec délice la chaleur du soleil et écoutait le chant de l'alouette qui s'élevait dans les airs. Ainsi, la petite pâquerette était heureuse comme par un jour de fête, et cependant, c'était un lundi. Pendant que les enfants, assis sur les bancs de l'école, apprenaient leurs leçons, elle, assise sur sa tige verte, apprenait par la beauté de la nature la bonté de Dieu. Et il lui semblait que tout ce qu'elle ressentait en silence, la petite alouette l'exprimait parfaitement par ses chansons joyeuses. Aussi regarda-t-elle avec une sorte de respect l'heureux oiseau qui chantait et volait, mais elle n'éprouva aucun regret de ne pouvoir en faire autant. « Je vois et j'entends, pensa-t-elle, le soleil me réchauffe et le vent m'embrasse. Oh, j'aurais tort de me plaindre. » En dedans de la palissade se trouvait une quantité de fleurs roides et distinguées. Moins elles avaient de parfum, plus elles se redressaient. Les pivoines se gonflaient pour paraître plus grosses que les roses, mais ce n'est pas la grosseur qui fait la rose. Les tulipes brillaient par la beauté de leurs couleurs et se pavanaient avec prétention, tandis que la pauvrette les admirait en disant « Comme elles sont riches et belles! Sans doute le superbe oiseau va les visiter. Dieu merci, je pourrai assister à ce beau spectacle. » Et au même instant, l'alouette dirigea son vol, non pas vers les pivoines et les tulipes, mais vers le gazon, auprès de la pauvre pâquerette qui, effrayée de joie, ne savait plus que penser. Le petit oiseau se mit à sautiller autour d'elle en chantant « Comme l'herbe est moelleuse, oh, la charmante petite fleur au cœur d'or et à la robe d'argent. » On ne peut se faire une idée du bonheur de la petite fleur. L'oiseau l'embrassa de son bec, chanta encore devant elle, puis il remonta dans l'azur du ciel. Pendant plus d'un quart d'heure, la pâquerette ne put se remettre de son émotion. À moitié honteuse, mais ravie au fond du cœur, elle regarda les autres fleurs dans le jardin. Témoin de l'honneur qu'on lui avait rendu, elle devait bien comprendre sa joie. Mais les tulipes se tenaient encore plus roides qu'auparavant. Leurs figures rouges et pointues exprimaient leur dépit. Les pivoines avaient la tête toute gonflée. Quelle chance pour la pauvre pâquerette qu'elle ne puisse parler. Elle lui aurait dit bien des choses désagréables. La petite fleur s'en aperçut et s'attrista de leur mauvaise humeur. Quelques moments après, une jeune fille armée d'un grand couteau affilé et brillant entra dans le jardin, s'approcha des tulipes et les coupa, l'une après l'autre. « Quel malheur !» dit la petite pâquerette en soupirant. « Voilà qui est affreux, c'en est fait d'elle !» Et pendant que la jeune fille emportait les tulipes, la pâquerette se réjouissait de n'être qu'une pauvre petite fleur dans l'herbe. Appréciant la bonté de Dieu, et pleine de reconnaissance, elle referma ses feuilles au déclin du jour, s'endormit et rêva toute la nuit au soleil et au petit oiseau. Le lendemain matin, lorsque la pâquerette eut rouvert ses feuilles à l'air et à la lumière, elle reconnut la voix de l'oiseau, mais son chant était tout triste. La pauvre alouette avait de bonnes raisons pour s'affliger. On l'avait prise et enfermée dans une cage suspendue à une croisée ouverte. Elle chantait le bonheur de la liberté, la beauté des champs verdoyants et ses anciens voyages à travers les airs. La petite pâquerette aurait bien voulu lui venir en aide. Mais comment faire ? C'était chose difficile. La compassion qu'elle éprouvait pour le pauvre oiseau captif lui fit tout à fait oublier les beautés qui l'entouraient, la douce chaleur du soleil et la blancheur éclatante de ses propres feuilles. Bientôt, deux petits garçons entrèrent dans le jardin. Le plus grand portait à la main un couteau long et affilé, comme celui de la jeune fille qui avait coupé les tulipes. Ils se dirigèrent vers la pâquerette, qui ne pouvait comprendre ce qu'ils voulaient. « Ici,
Nous pouvons enlever un beau morceau de gazon pour l'Alouette, dit l'un des garçons. Et il commença à tailler un carré profond autour de la petite fleur. Arrache la fleur, dit l'autre. À ces mots, la pâquerette trembla d'effroi. Être arrachée, c'était perdre la vie, et jamais elle n'avait tant béni l'existence qu'en ce moment où elle espérait entrer avec le gazon dans la cage de l'Alouette prisonnière. Non, laissons-la, répondit le plus grand. Elle est très bien placée. Elle fut donc épargnée et entra dans la cage de l'Alouette. Le pauvre oiseau, se plaignant amèrement de sa captivité, frappait de ses ailes le fil de fer de la cage. La petite pâquerette ne pouvait, malgré tout son désir, lui faire entendre une parole de consolation. Ainsi se passa la matinée. « Il n'y a plus d'eau ici, s'écria le prisonnier. Tout le monde est sorti sans me laisser une goutte d'eau. Mon gosier est sec et brûlant, j'ai une fièvre terrible, j'étouffe. Hélas, il faut donc que je meure, loin du ciel brillant, loin du soleil brillant, loin de la fraîche verdure et de toutes les magnificences de la création. » Puis, il enfonça son bec dans le gazon humide pour se rafraîchir un peu. Son regard tomba sur la petite pâquerette, il lui fit un signe de tête amical et dit en l'embrassant. « Toi aussi, pauvre petite fleur, tu périras ici. En échange du monde que j'avais à ma disposition, l'on m'a donné quelques brins d'herbe, et toi seul pour société. Chaque brin d'herbe doit être pour moi un arbre, chacune de tes feuilles blanches une fleur odorante. Ah, tu me rappelles tout ce que j'ai perdu. Si je pouvais le consoler, pensait la pâquerette, incapable de faire un mouvement. Cependant, le parfum qu'elle exhalait devint plus fort qu'à l'ordinaire. L'oiseau s'en aperçut, et quoiqu'il languît d'une soif dévorante qui lui faisait arracher tous les brins d'herbe l'un après l'autre, il eut bien garde de toucher à sa fleur. Le soir arriva. Personne n'était encore là pour apporter une goutte d'eau à la malheureuse Alouette. Alors, elle étendit ses belles ailes en les secouant convulsivement, et fit entendre une petite chanson mélancolique. Sa petite tête s'inclina vers la fleur, et son cœur brisé de désir et de douleur cessa de battre. À ce triste spectacle, la petite pâquerette ne put, comme la veille, refermer ses feuilles pour dormir. Malade de tristesse, elle se pencha vers la terre. Les petits garçons ne revinrent que le lendemain. À la vue de l'oiseau mort, ils versèrent des larmes et lui creusèrent une fosse. Le corps, enfermé dans une jolie boîte rouge, fut enterré royalement, et sur la tombe recouverte, ils semèrent des feuilles de rose. Pauvre oiseau! Pendant qu'il vivait et chantait, on l'avait oublié dans sa cage et laissé mourir de misère. Après sa mort, on le pleurait et on lui prodiguait des honneurs. Le gazon et la pâquerette furent jetés dans la poussière sur la grande route. Personne ne pensa à celle qui avait si tendrement aimé le petit oiseau. La petite fille aux allumettes. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Il faisait déjà sombre. Le soir approchait. Le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles, beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passées, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait, emportant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela
lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant, elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour réchauffer mes doigts. » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compotes de pommes, et voilà que la bête se met en mouvement, et avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis, plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleurs. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. « Voilà quelqu'un qui va mourir ?» se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette, une grande clarté se répandit, et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi !»« Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit, qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. La petite poussette. Il y avait une fois une femme qui aurait bien voulu avoir un tout petit enfant, mais elle ne savait pas du tout comment elle pourrait se le procurer. Elle alla donc trouver une vieille sorcière et lui dit « J'aurais grande envie d'avoir un petit enfant. Ne veux-tu pas me dire où je pourrais m'en procurer un ?»« Si, nous allons bien en venir à bout, » dit la sorcière. « Tiens, voilà un grain d'orge. Il n'est pas du tout de l'espèce qui pousse dans le champ du paysan ou qu'on donne à manger aux poules. Mets-le dans un pot et tu verras.
Merci, dit la femme. Et elle donna 12 shillings à la sorcière, rentra chez elle, planta le grain d'orge, et aussitôt poussa une grande fleur superbe, qui ressemblait tout à fait à une tulipe. Mais les pétales se refermaient, serrés, comme si elle était encore en bouton. C'est une belle fleur, dit la femme. Et elle l'embrassa sur les beaux pétales rouges et jaunes. Mais au moment même de ce baiser, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit d'explosion. C'était vraiment une tulipe, ainsi qu'il apparut. Alors, mais, au milieu d'elle, assise sur le siège vert, était une toute petite fille, mignonne et gentille, qui n'était pas plus haute qu'un pouce, et qui, pour cette raison, fut appelée Poucette. Elle eut pour berceau une coque de noix laquée. Des pétales bleus de violette furent ses matelas, et des pétales de rose son édredon. C'est là qu'elle dormait la nuit. Et le jour, elle jouait sur la table, où la femme avait posé une assiette entourée d'une couronne de fleurs dont les tiges trempaient dans l'eau. Un grand pétale de tulipe y flottait, où Poucette pouvait se tenir et naviguer d'un bord à l'autre de l'assiette. Elle avait pour rame 2 crins de cheval blanc. C'était charmant. Et elle savait aussi chanter, et son chant était doux et gentil, tel qu'on n'avait jamais entendu le pareil ici. Une nuit qu'elle était couchée dans son délicieux lit, arriva une vilaine grenouille qui sauta par la fenêtre. Il y avait un carreau cassé. La grenouille était laide, grosse et mouillée. Elle sauta sur la table où Poucette était couchée et dormait sous l'édredon de feuilles de rose rouge. « Ce serait une femme parfaite pour mon fils, se dit la grenouille. Et elle s'empara de la coque de noix où Poucette dormait, et à travers le carreau, sauta dans le jardin avec elle. Tout près de là coulait un grand et large ruisseau, mais le bord en était bourbeux et marécageux. C'est là qu'habitait la grenouille avec son fils. Ouh, lui aussi était laid et vilain. Il ressemblait tout à fait à sa mère. Quoi, 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 quoi. C'est tout ce qu'il sut dire quand il vit la jolie fille dans la coque de noix. « Ne parle pas si haut, tu vas la réveiller, dit la vieille grenouille. Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme duvet de cygne. Nous la mettrons sur une des larges feuilles de nénuphar. Ce sera pour elle si petite et légère comme une île. De là, elle ne pourra pas s'enfuir, pendant que nous préparerons la belle chambre sous la vase où vous habiterez. » Dans le ruisseau poussaient beaucoup de nénuphars dont les larges feuilles vertes semblaient flotter à la surface de l'eau. La feuille la plus éloignée était aussi la plus grande de toutes. C'est là que la vieille grenouille nagea et plaça la coque de noix avec Poucette. La pauvre petite mignonne se réveilla de très bonne heure le matin. Et lorsqu'elle vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement, car il y avait de l'eau de tous les côtés autour de la grande feuille verte. Elle ne pouvait pas du tout aller à terre. La vieille grenouille était au fond de la vase et ornait la chambre avec des roseaux et des boutons jaunes de nénuphar. Il fallait que ce fût tout à fait élégant pour sa nouvelle bru. Et avec son vilain fils, elle nagea vers la feuille où était Poucette, afin de prendre à eux deux le beau lit et l'installer dans la chambre de l'épousée, avant qu'elle y vînt elle-même. La vieille grenouille s'inclina profondément dans l'eau, devant elle, et dit « Voilà mon fils, il sera ton mari, et vous aurez un délicieux logement au fond de la vase. » Quoi, 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 quoi. C'est tout ce que le fils put dire. Et ils prirent le gentil petit lit et partirent avec à la nage. Et Poucette resta toute seule et pleura sur la feuille verte, car elle ne voulait pas demeurer chez la vilaine grenouille, ni avoir son fils si laid pour mari. Les petits poissons qui nageaient dans l'eau avaient bien vu la grenouille et entendu ce qu'elle avait dit, et ils sortirent la tête de l'eau. Ils voulaient voir la petite fille. Aussitôt qu'ils l'eurent vue, ils la trouvèrent charmante, et cela leur fit de la peine qu'elle dût descendre chez la vilaine grenouille. Non, il ne le fallait pas. Ils s'assemblèrent sous l'eau tout autour de la tige qui tenait la feuille, et mordirent la tige si bien que la feuille descendit le cours du ruisseau
emportant Poussette loin, très loin, où la grenouille ne pouvait pas aller. Poussette navigua, passa devant beaucoup d'endroits, et les petits oiseaux perchés sur les arbustes la voyaient et chantaient. « Quelle gentille demoiselle !» La feuille, avec elle, s'éloigna de plus en plus. C'est ainsi que Poussette partit pour l'étranger. Un joli petit papillon blanc ne cessait de voler autour d'elle, et finit par se poser sur la feuille, car Poussette lui plaisait. Et elle était bien contente, car la grenouille ne pouvait plus l'atteindre. Et le lieu où elle naviguait était très agréable. Le soleil luisait sur l'eau, c'était comme de l'or magnifique, et elle défit sa ceinture, en attacha un bout au papillon, et fixa l'autre bout dans la feuille. Et ainsi, la feuille prit une course beaucoup plus rapide, et elle avec, puisqu'elle était dessus. À ce moment arriva en volant un grand hanneton. Il l'aperçut, et aussitôt saisit dans ses pinces la taille grêle de la petite, qui l'emporta dans un arbre. Mais la feuille verte continua de descendre le courant, et le papillon de voler avec, car il était attaché à la feuille et ne pouvait pas s'en libérer. Dieu, comme Poussette fut effrayée lorsque le hanneton s'envola dans l'arbre avec elle. Mais surtout, elle fut chagrinée pour le beau papillon blanc qu'elle avait attaché à la feuille. S'il ne parvenait pas à se libérer, il allait mourir de faim. Mais c'était bien égal au hanneton. Avec elle, il se plaça sur la plus grande feuille verte de l'arbre, lui donna le pollen des fleurs à manger, et lui dit qu'elle était très gentille, bien qu'elle ne ressemblât pas du tout à un hanneton. Ensuite, tous les autres hannetons qui habitaient l'arbre vinrent lui rendre visite. Ils regardèrent Poussette, et les demoiselles hannetons allongèrent leurs antennes et dirent « Elle n'a tout de même que 2 pattes, c'est misérable, et elle n'a pas d'antenne. Elle a la taille trop mince, fille, elle ressemble à l'espèce humaine, qu'elle est laide. » Et pourtant, le hanneton qui l'avait prise la trouvait très gentille. Mais comme tous les autres disaient qu'elle était vilaine, il finit par le croire aussi, et ne voulut plus la voir. Elle pouvait s'en aller où elle voulait. On vola en bas de l'arbre avec elle, et on la posa sur une grande marguerite. Là, elle pleura parce qu'elle était si laide que les hannetons ne voulaient pas d'elle. Et elle était pourtant l'être le plus délicieux que l'on pût imaginer, délicat et pur comme le plus beau pétale de rose. La preuve, Poussette vécut toute seule tout l'été dans la grande forêt. Elle se tressa un lit de brins d'herbe et l'accrocha sous une grande feuille de patience, en sorte qu'il ne pouvait pleuvoir sur elle. Elle récoltait le pollen des fleurs et s'en nourrissait, et elle buvait la rosée qui était tous les matins sur les feuilles. Ainsi passèrent l'été et l'automne, mais vint alors l'hiver, le froid et long hiver. Tous les oiseaux qui lui avaient chanté de belles chansons s'en allèrent. Les arbres et les fleurs se fanèrent, la grande feuille de patience sous laquelle elle avait habité se recroquevilla, et devint un pédoncule jaune fané. Et elle eut terriblement froid, car ses vêtements étaient déchirés, et elle-même était si petite et si frêle. La pauvre Poussette, qu'elle devait mourir de froid. Il se mit à neiger, et chaque flocon de neige qui tombait sur elle était comme un paquet de neige qu'on jetterait sur nous, car nous sommes grands, et elle n'avait qu'un pouce. Alors, elle s'enveloppa dans une feuille fanée, mais cela ne pouvait pas la réchauffer, elle tremblait de froid. À l'orée de la forêt, où elle était alors parvenue, s'étendait un grand champ de blé. Mais le blé n'y était plus depuis longtemps. Seul le chaume sec et nu se dressait sur la terre gelée. C'était pour elle comme une forêt qu'elle parcourait. Oh, comme elle tremblait de froid! Elle arriva ainsi à la porte de la souris des champs. C'était un petit trou au pied des fétus de paille. La souris avait là sa bonne demeure tiède, toute sa chambre pleine de grains, cuisine et salle à manger. La pauvre Poussette se plaça contre la porte, comme toute pauvre petite mendiante, et demanda un petit morceau de grain d'orge, car depuis 2 jours, elle n'avait rien eu du tout à manger. « Pauvre petite, dit la souris, car c'était vraiment une bonne vieille souris des champs. Entre dans ma chambre chaude, mangez avec moi. » Puis, comme Poussette lui plut, elle dit
Tu peux bien rester chez moi cet hiver, mais il faudra tenir ma chambre tout à fait propre et me conter des histoires, car je les aime beaucoup. » Et Poussette fit ce que demandait la bonne vieille souris, et vécut parfaitement. « Nous aurons bientôt une visite, » dit la souris des champs. « Mon voisin a l'habitude de venir me voir tous les jours de la semaine. Il se tient enfermé encore plus que moi. Il a de grandes salles et il porte une délicieuse pelisse de velours noir. Si tu pouvais l'avoir pour mari, tu n'aurais besoin de rien. Mais il ne voit pas clair. Il faudra lui conter les plus belles histoires que tu saches. » Mais Poussette ne se souciait pas d'avoir le voisin, qui était une taupe. Il vint rendre visite dans sa pelisse de velours noir. Il était riche et instruit, dit la souris des champs. Son appartement était aussi 20 fois plus grand que celui de la souris, et il était plein de science. Mais il ne pouvait supporter le soleil et les belles fleurs. Il en disait du mal, car il ne les avait jamais vues. Poussette dut chanter, et elle chanta « Hanneton, vole, vole » et « Le moine va au champ ». Et la taupe devint amoureuse d'elle à cause de sa belle voix, mais ne dit rien, car c'était une personne circonspecte. Elle s'était récemment construit un long corridor dans la terre, de sa demeure à celle de la souris, et elle permit à la souris et à Poussette de s'y promener tant qu'elle voudrait. Mais elle leur dit de ne pas avoir peur de l'oiseau mort qui gisait dans le corridor. C'était un oiseau entier, avec bec et plumes, qui sûrement était mort depuis peu, au commencement de l'hiver, et avait été enterré juste à l'endroit où elle avait fait son corridor. La taupe prit dans sa bouche un morceau de mèche, car cela brille comme du feu dans l'obscurité, et elle marcha devant eux et les éclaira dans le long couloir sombre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où gisait l'oiseau mort, la taupe dressa en l'air son large nez et heurta le plafond, et cela fit un grand trou par lequel la lumière put briller. Sur le sol gisait une hirondelle morte, ses jolies ailes plaquées contre son corps, les pattes et la tête cachées sous les plumes. Le pauvre oiseau était évidemment mort de froid. Poussette en eut de la peine. Elle aimait tant tous les petits oiseaux qui avaient si joliment chanté et gazouillé pour elle tout l'été. Mais la taupe donna un coup de ses courtes pattes à l'hirondelle et dit « Elle ne piaillera plus. Ça doit être lamentable de naître petit oiseau. Dieu merci, aucun de mes enfants ne sera ainsi. Un oiseau pareil n'a rien d'autre pour lui que son cuicui et doit mourir de faim l'hiver. » « Oui, vous pouvez le dire, vous qui êtes prévoyant, » dit la souris. « Quel oiseau pour tout son cuicui? Quand vient l'hiver, il doit avoir faim et gelé, mais ce cuicui est tout de même une grande chose. » Poussette ne dit rien, mais lorsque les deux autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se baissa, écarta les plumes qui recouvraient la tête de l'hirondelle et la baisa sur ses yeux clos. « C'est peut-être celle qui a si joliment chanté pour moi cet été, » se dit-elle. « Quelle joie il m'a procuré, le bel oiseau !» Puis la taupe boucha le trou par où le jour luisait, et les dames l'accompagnèrent à sa demeure. Mais la nuit, Poussette ne put dormir. Elle se leva de son lit et tressa une belle couverture de paille dont elle alla envelopper l'oiseau mort. Et elle mit du coton moelleux, qu'elle avait trouvé chez la taupe, autour du corps de l'oiseau, afin qu'il pût être au chaud dans la terre froide. « Adieu, beau petit oiseau, dit-elle. Adieu, et merci pour tes délicieux chants de cet été, lorsque tous les arbres étaient verts et que le soleil brillait si chaud au-dessus de nous. » Et elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau, mais fut aussitôt très effrayée, car il y avait comme des battements à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi, et la chaleur l'avait réanimé. À l'automne, toutes les hirondelles s'envolent vers les pays chauds, mais il en est qui s'attardent, et elles ont tellement froid qu'elles tombent comme mortes. Elles restent où elles sont tombées, et la froide neige les recouvre. Poussette était toute tremblante de frayeur, car l'oiseau était fort grand à côté d'elle, qui n'avait qu'un pouce. Mais elle rassembla son courage, pressa davantage le coton autour de la pauvre hirondelle, et alla chercher une feuille de menthe crépue, qu'elle avait tue elle-même comme couverture, et la passa sur la tête de l'oiseau. La nuit suivante, elle se glissa de nouveau vers lui,
et il était alors tout à fait vivant, mais très faible. Il ne put ouvrir qu'un instant ses yeux et voir Poussette, qui était là, un morceau de mèche à la main, car elle n'avait pas d'autre lumière. « Sois remercié, gentil enfant, » lui dit l'hirondelle malade. « J'ai été délicieusement réchauffée. Bientôt, j'aurai repris des forces et de nouveau, je pourrai voler au chaud rayon du soleil. »« Oh !» dit Poussette, « il fait froid dehors, il neige et il gèle. Reste dans ton lit chaud, je te soignerai. » Elle apporta de l'eau dans un pétale de fleur à l'hirondelle, qui but et raconta comment elle s'était blessé l'aile à une ronce et n'avait pas pu voler aussi vite que les autres hirondelles, qui étaient parties loin, très loin vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber à terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus rien et ne savait pas du tout comment elle était venue là. Tout l'hiver, elle y restera, et Poussette fut bonne pour elle et l'aima beaucoup. Ni la taupe, ni la souris des champs ne s'en doutèrent, car elles ne pouvaient sentir la pauvre malheureuse hirondelle. Dès que vint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle dit adieu à Poussette, qui ouvrit le trou fait par la taupe au-dessus. Le soleil rayonnait superbe au-dessus d'elle, et l'hirondelle demanda à Poussette si elle ne pouvait pas venir avec elle, car elle pourrait se mettre sur son dos. Elles s'envoleraient ensemble loin dans la forêt verte. Mais Poussette savait que cela ferait de la peine à la vieille souris des champs, si elle la quittait ainsi. « Non, je ne peux pas, » dit Poussette. « Adieu, adieu, bonne et gentille fille, » dit l'hirondelle, en s'envolant au soleil. Poussette la suivit des yeux, et ses yeux se mouillèrent, car elle aimait beaucoup la pauvre hirondelle. « Cui-cui, cui-cui » chanta l'oiseau. Et il s'éloigna dans la forêt verte. Poussette était triste, elle n'eut pas la permission de sortir au chaud soleil. Le blé, qui était semé sur le champ au-dessus de la maison de la souris, poussa d'ailleurs haut en l'air. C'était une forêt drue pour la pauvre petite fille qui n'avait qu'un pouce. « Cet été, tu vas coudre ton costume, » lui dit la souris, car sa voisine, l'ennuyeuse taupe à la pelisse de velours noir, l'avait demandé en mariage. « Tu auras de la laine et du linge, tu auras de quoi t'asseoir et te coucher quand tu seras la femme de la taupe. » Poussette dut filer à la quenouille, et la souris embaucha 4 araignées pour filer et tisser, nuit et jour. Tous les soirs, la taupe venait en visite, et parlait toujours de la fin de l'été, quand le soleil serait beaucoup moins chaud. Car pour le moment, il brûlait la terre, qui était comme une pierre. Quand l'été serait fini, auraient lieu les noces avec Poussette. Mais la petite n'était pas contente, car elle n'aimait pas du tout l'ennuyeuse taupe. Tous les matins, quand le soleil se levait, et tous les soirs quand il se couchait, elle se glissait dehors, à la porte, et si le vent écartait les sommets des tiges, de façon qu'elle pouvait voir le ciel bleu, elle se disait que c'était clair et beau, là dehors, et elle désirait bien vivement revoir sa chère hirondelle. Mais elle ne reviendrait jamais. Elle volait sûrement très loin dans la forêt verte. Lorsque l'automne arriva, Poussette eut sa corbeille toute prête. « Dans 4 semaines, ce sera la noce, » lui dit la souris. Et Poussette pleura, et dit qu'elle ne voulait pas de l'ennuyeuse taupe. « Ta, dit la souris, ne regimbe pas, sans quoi je te mords avec ma dent blanche. C'est un excellent mari que tu auras. La reine elle-même n'a pas une pelisse de velours noir pareil. Il a cuisine et cave. Remercie Dieu de l'avoir. » La noce devait donc avoir lieu. La taupe était venue déjà pour prendre Poussette, qui devait habiter avec son mari au profond de la terre, ne jamais sortir au chaud soleil qu'il ne pouvait supporter. La pauvre enfant était tout affligée. Elle voulait dire adieu au beau soleil que, du moins chez la souris, il lui avait été permis de regarder de la porte. « Adieu, lumineux soleil, » dit-elle, les bras tendus en l'air, et elle fit quelques pas hors de la demeure de la souris, car le blé avait été coupé. Il ne restait plus que le chaume sec. « Adieu, adieu, » dit-elle, et elle entoura de ses bras une petite fleur rouge qui était là. « Salut de ma part la petite hirondelle si tu la vois. »« Cui-cui, cui-cui » dit-on à ce moment au-dessus de sa tête.
Elle regarda en l'air. C'était la petite hirondelle qui passait justement. Aussitôt qu'elle vit Poussette, elle fut ravie. La fillette lui raconta qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour mari la vilaine taupe, et qu'elle habiterait ainsi au fond de la terre où le soleil ne brillerait jamais. De cela, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Voilà le froid hiver qui vient, dit la petite hirondelle. Je m'envole au loin vers les pays chauds. Veux-tu venir avec moi ? Tu peux te mettre sur mon dos, tu n'as qu'à t'attacher fortement avec ta ceinture, et nous nous envolerons loin de la vilaine taupe et de sa sombre demeure. Bien loin par-dessus les montagnes jusqu'au pays chaud, où le soleil luit, plus beau qu'ici, où c'est toujours l'été avec des fleurs exquises. Viens voler avec moi, chère petite Poussette, qui m'a sauvé la vie lorsque je gisais, gelée dans le sombre caveau de terre. Oui, j'irai avec toi, dit Poussette, qui se mit sur le dos de l'oiseau, les pieds sur ses ailes étendues, et attacha fortement sa ceinture à une des plus grosses plumes. Et ainsi, l'hirondelle s'éleva haut dans l'air, au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer, haut au-dessus des grandes montagnes toujours couvertes de neige. Et Poussette eut froid dans l'air glacé, mais elle se recroquevilla sous les plumes chaudes de l'oiseau et passa seulement sa petite tête pour voir toute la splendeur étalée sous elle. Et elles arrivèrent au pays chaud. Le soleil y brillait, beaucoup plus lumineux qu'ici. Le soleil était 2 fois plus élevé, et dans des fossés et sur des haies poussaient de délicieux raisins blancs et bleus. Dans les forêts pendaient des citrons et des oranges, les myrtes et la menthe crépue embaumaient, et sur la route couraient de délicieux enfants qui jouaient avec de grands papillons diaprés. Mais l'hirondelle vola plus loin encore, et ce fut de plus en plus beau. Sous de magnifiques arbres verts au bord de la mer bleue se trouvait un château de marbre d'une blancheur éclatante, fort ancien. Les ceps de vigne enlaçaient les hautes colonnes. Tout en haut étaient de nombreux nids d'hirondelles, et dans l'un d'eux habitait celle qui portait Poussette. « Voilà ma maison, dit l'hirondelle. Mais si tu veux te chercher une des superbes fleurs qui poussent en bas, je t'y poserai, et tu seras aussi bien que tu peux le désirer. » « C'est parfait, dit Poussette, et ses petites mains battirent. Il y avait par terre une grande colonne de marbre blanc qui était tombée et s'était cassée en 3 morceaux entre lesquels poussaient les plus belles fleurs blanches. L'hirondelle y vola et déposa Poussette sur l'une des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille! Un petit homme était assis au milieu de la fleur, aussi blanc et transparent que s'il avait été de verre. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de jolies ailes claires, et il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'ange de la fleur. Dans chaque fleur habitait un pareil ange, homme ou femme, mais celui-là était le roi de tous. « Qu'il est beau !» chuchota Poussette à l'hirondelle. Le petit prince fut très effrayé par l'hirondelle, car il était un énorme oiseau à côté de lui, qui était si petit et menu. Mais lorsqu'il vit Poussette, il fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il eût encore jamais vue. Aussi prit-il sur sa tête sa couronne d'or qu'il plaça sur la sienne, lui demanda comment elle s'appelait, et si elle voulait être sa femme, elle serait ainsi la reine de toutes les fleurs. Oh, c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et de la taupe à la pelisse de velours noir. Elle dit donc oui au charmant prince, et de chaque fleur arriva une dame ou un jeune homme, si gentille que c'était un plaisir des yeux. Chacun apportait un cadeau à Poussette, mais le meilleur de tous fut une couple de belles ailes d'une grande mouche blanche. Elles furent accrochées au dos de Poussette, qui put ainsi voler d'une fleur à l'autre. C'était bien agréable, et la petite hirondelle était là-haut dans son nid et chantait du mieux qu'elle pouvait. Mais en son cœur, elle était affligée, car elle aimait beaucoup Poussette et aurait voulu ne jamais s'en séparer. « Tu ne t'appelleras pas Poussette, lui dit l'ange de la fleur. C'est un vilain nom et tu es si belle. Nous t'appellerons Maya. »« Adieu, adieu, dit la petite hirondelle, qui s'envola de nouveau, quittant les pays chauds pour aller très loin, jusqu'en Danemark. C'est là qu'elle avait un nid au-dessus de la fenêtre où habite l'homme qui sait conter des contes. Elle lui a chanté son
cuicui, cuicui. Et c'est de là que nous tenons toute l'histoire. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans ce nouveau vlog lecture sur le deuxième tome des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. On a lu 3 contes. J'ai relu en diagonale en fait La Pâquerette que j'avais enregistrée la semaine dernière. Bon, je l'ai lu vraiment très rapidement là, hein, donc j'ai pas pris le temps de tout bien relire. Mais en gros, bon, c'est quelque chose de tout mignon sur des enfants qui peuvent faire des petites bêtises d'enfants, enfermer un oiseau, oublier de le nourrir et de lui donner de l'eau, et faire un peu la même chose avec une fleur. Donc il y a quelque chose d'assez mignon aussi entre l'alouette et la pâquerette. Euh, la pâquerette qui est... ils ont allumé l'ordinateur qui est derrière, les petits chatons. Euh, L'alouette qui du coup est enterrée, on va dire, dignement et qui est pleurée, et la pâquerette qui est jetée avec le gazon sur le... comme si c'était pas grand-chose. Il y a quelque chose d'assez naturaliste et mignon en fait dans le fait de ben, les fleurs c'est aussi important que les oiseaux, mais c'est des bêtises d'enfants, c'est pas très grave, c'est grave pour la pâquerette mais c'est pas grave pour les enfants, c'est grave pour l'alouette et là aussi c'est grave pour les enfants. Mais bon, ça c'est un petit conte mignon pour des gamins. C'est la fonction de ce conte-là, hein. Après il n'y a pas de souci avec ça. Alors, La petite fille aux allumettes, ça a toujours été un conte que j'apprécie assez moyennement parce qu'il est vraiment très plombant. Je le connaissais, hein, l'histoire des... Je crois qu'il a été adapté. J'ai dû le voir en adaptation dessin animé il y a fort longtemps. Et c'est quand même méga plombant. Oh, je trouve ça trop triste. J'ai du mal en fait avec les choses qui sont vraiment trop tristes, que j'ai un petit peu tendance à éviter parce que... bon, oh, je préfère les trucs, l'aventure ou la joie que la tristesse. Et ça me fait penser en fait, parce que là j'ai fait quelques petites recherches sur le statut des enfants un peu au fil du temps. Et à tous les gamins pauvres qui pouvaient être seuls ou qui pouvaient être un peu dans les rues à essayer de subvenir à leurs besoins. Donc là, c'est une famille qui est très pauvre apparemment. Et c'est un petit peu avant, peut-être même que la charité prenne en compte ces familles-là. Donc c'est hyper triste. Je sais pas si vous avez lu par exemple déjà les Sherlock Holmes, mais ça date du 19e siècle, je sais plus quand exactement. Mais on a quand même Sherlock qui se sert, en leur filant un petit billet, mais il se sert des gamins des rues. Et en fait, c'est parfaitement normal qu'il y ait des gamins, enfin des enfants, des petits même, dans les rues. Parce que personne ne les prend en charge. Et bon, je trouve ça triste, hein, moi ça me fait un peu mal au cœur, mais parce qu'ils sont rien à foutre dehors, quoi, les gosses, mais c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque. Donc là, la petite vendeuse d'allumettes, la petite fille aux allumettes, ben voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour elle, pour lui venir en aide, hormis sa famille qui était déjà en difficulté et qui pouvait pas la protéger, subvenir à ses besoins. Et moi, je trouve ça triste. Donc, c'est pas un conte que j'aime beaucoup. Alors, la petite poussette là que je viens juste de lire, j'ai un peu galéré avec les chats, je vous avouerai, parce que j'ai eu des chatons en gros manque d'affection. Je trouve qu'au niveau de l'écriture, il a un petit peu vite zappé la maman. Parce que oui, la poussette elle a été enlevée, tout ça, par le truc là qu'il a emmené. Voilà, c'est la grenouille qui a enlevé la petite poussette. Mais à aucun moment il n'est fait mention qu'elle pense à sa mère. Parce qu'il y a une maman qui a été demander à une sorcière de l'aider à avoir un petit enfant. J'aime bien le côté un peu naïf aussi, où peut-être pour maintenir les enfants dans l'espèce de magie de les enfants, ça apparaît comme ça. Enfin, où on a un truc qui est très chaste au final parce que il n'explique pas du tout que pour faire un bébé, il faut un monsieur et une madame. Et faire un bébé, hein.
pour fabriquer un bébé. Et d'un côté, je trouve qu'il y a le côté un petit peu pudeur chrétienne de l'époque où, bah non, on dit pas ça à des enfants quand même, ça ne se fait pas, ils sont innocents, etc. Et bon, je comprends, hein, c'est dans le jus, hein, mais je trouve qu'une fois que Poussette est partie, elle regrette pas sa maman. Et ça me fait vachement penser au merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf que je vous conseille très fort. Vous pouvez le trouver chez, je crois, Actualité, parce que, donc Actua, lité comme, avec deux T comme littérature, dans le côté libre de droit. Parce que l'œuvre de Selma Lagerlöf et l'œuvre de Tekla Hamar, sa traductrice, sont toutes deux libres de droit, donc allez-y, hein. C'est un très bon livre, et si vous voulez, vous pouvez l'écouter chez moi. C'est un livre de contes où on fait le tour de la Suède, donc il me semble bien que Andersen, il est suédois aussi, et on a un peu ce truc là aussi d'enfant qui est tout petit, quoique Nils doit être un peu plus grand. Moi, ce que j'ai retenu, bah, Poussette, elle est grande comme un pouce, c'est pas grand. Et par contre, Nils, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est grand à peu près comme une main. Donc, c'est pas tout à fait la même échelle. Mais euh, Nils, c'est un peu un sale gamin qui a 14 ans, qui fait pas ce qu'on lui dit, il travaille pas à l'école, il aime pas ses parents, il croit que ses parents l'aiment pas, il a pas de copains, un peu le sale gosse. On sent le gamin qui est pas trop bien dans ses pompes. Et il devait aller au temple avec ses parents, sauf qu'il voulait pas y aller. Donc ses parents lui disent, ok, tu restes à la maison, mais tu fais quand même quelques travaux de ferme, mais surtout tu vas lire un peu ces chapitres-là dans le livre saint. Je sais plus si c'est la Bible, c'est pas des chrétiens catholiques, je sais plus quelle branche c'est. Mais bref, il doit lire quelque chose dans le livre saint et le réciter à ses parents quand ils vont revenir. Sauf que, évidemment, il a rien envie de faire, parce que bah, ça l'emmerde, donc il a pas envie. Et c'est un gamin qui aime bien embêter son monde. Donc il va embêter les animaux de la ferme et il va embêter un tomte qui est un petit lutin chargé, un petit lutin domestique qui file un coup de main à la ferme en gros. Et normalement ils sont invisibles aux yeux des hommes. Donc il embête ce petit lutin, il l'enferme dans une cage. Le lutin a réussi à lui faire comprendre de bon, c'est bon, tu vas me lâcher maintenant. Donc Nils le libère. Et pour punir Nils, parce que le tomte sent que Nils c'est un sale gamin, et c'est un sale gamin au début de l'histoire, il le transforme lui-même en tomte. Ce qui veut dire qu'il est invisible aux yeux des humains, il fait la taille d'une main, et il peut parler aux animaux. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il va partir faire le tour de Suède, donc à la fois géographiquement et au niveau des contes, sur le dos de Martin, le jar blanc de sa ferme, et avec une volée d'oies sauvages. C'est une très belle histoire. C'est le guide du routard de la Suède au 19e siècle. Je crois qu'on... Non, c'est pas si tard que ça. Je sais plus, je crois que c'est tout début 1900, 1902 peut-être. Et on a un guide du routard des contes de diverses régions suédoises. Très belle histoire. Donc on a un petit peu là comme la petite poussette sur l'hirondelle. Sauf que là c'est quelque chose de plus grand et un plus grand voyage. Et ça me faisait penser à ça. Et ça me fait penser aussi au petit poussé qui, il me semble, est de Perrault. Je me plante pas? Je vérifie. C'est bien un conte de Charles Perrault. Je vais vite fait sur Wikipédia. Donc c'est bien dans les contes de ma mère Loi, 1697. Un bûcheron et sa femme n'ont plus de quoi nourrir leurs 7 garçons. Un soir, alors que les enfants dorment, les parents se résignent à mort dans l'âme à les perdre dans la forêt. Mais le petit poussé, il réussit à les faire rentrer à la maison en semant des cailloux blancs. Après, je crois qu'ils sèment du pain aussi à un moment. Après, ils se font embarquer. Il y a les histoires des bottes de 7 lieues et tout ça. Ça me faisait penser un petit peu à ça, sauf que là, Poussette, je pense qu'elle est plus innocente. Elle est moins dans l'action. C'est une fille. Il y a de ça. Bah, faut pas se leurrer, hein. Oui, c'est une fille, donc elle n'est pas dans l'action et elle est innocente, évidemment. Et elle est plutôt à subir, en fait, tout ce qui lui arrive. Et donc, elle ne retrouve pas sa maman.
Mais on a l'impression qu'elle a grandi. Parce qu'on parle de petite fille au début du conte, et à la fin, quand elle rencontre le charmant prince, on parle de fille. Elle a grandi. Et je trouve que l'histoire de la petite poussette et de la taupe, ça me faisait penser à Perséphone et Hadès. Hadès qui est moche, qui aime pas les fleurs, il aime pas les oiseaux. Enfin, la taupe, pardon, qui est moche, qui n'aime pas les fleurs et les oiseaux. Poussette qui se dit j'ai pas envie de me marier avec lui, je vais dire au revoir au soleil et aux fleurs parce que moi j'aime bien tout ça. Mais sauf que là on a une Hadès et Perséphone avec un consentement très. La taupe consent, Poussette, elle subit. Donc je suis assez mitigée du coup sur ce compte là aussi. Mais bon, je pense que de toute façon, les lectures un peu plus tardives vont me plaire parce que là, on va voir La Petite Sirène. On est à 19% du livre. La semaine prochaine, il y aura que La Petite Sirène parce qu'il est long. Je vais vous souhaiter un très bon samedi. Restez au chaud, faites bien les cartons pour ceux qui déménagent et bon courage. Et à tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de si vous avez des idées de contes à lire, je pensais pourquoi pas des contes russes ou quelque chose comme ça. Et là, il va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah, comme à peu près. Je pense que les contes d'Andersen et. Comment dire Les Hauts de Hurlevent vont finir à peu près en même temps, j'ai l'impression. Il y aura peut-être une semaine de décalage. Ce qui va sentir un petit peu la gros. Là, je le prédis, mais je ferai une pause, je pense, entre les recueils et romans. On verra, c'est dans cette semaine, il y a le temps. J'ai le temps de choper 3 grippes. Allez, bon samedi. À demain pour ceux qui sont là pour les Hauts du Hurlevent. Salut!